Bonjour à tous et merci pour votre participation. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 14e et dernière web visio de la semaine organisée par le Pôle élevage sur le thème de l'autonomie protéique à l'échelle du territoire. Je laisse la parole à Monsieur Faucheron et je vous remercie. Merci bien. Bonjour à tous. Je vais déjà me présenter. Donc, je suis Bruno Faucheron, je suis éleveur dans les Ardennes en système polyculture élevage laitier. Donc, j'entame une conversion d'agriculture biologique. Donc, voilà en ce qui concerne mon exploitation. Et je suis vice-président de la Chambre d'agriculture des Ardennes. Je suis membre du bureau de la Chambre régionale et à ce titre, on m'a donné la mission d'être le pilote sur le dossier arpège. Donc, Hervé et Maëva vous expliqueront plus dans le détail ce que veut dire arpège. L'objectif qu'on s'est donné il y a 4 ou 5 ans, il y avait une problématique sur le territoire d'autonomie globale des exploitations, que ce soit protéines ou sur l'énergie. On avait un souci d'autonomie et on a rencontré aussi des difficultés par rapport à des années de sécheresse à répétition. Et au niveau de la commission élevage du Grand Est, on s'est dit il faut vraiment qu'on trouve des solutions, qu'on travaille sur l'autonomie de nos exploitations de polyculture élevage. Et c'est à ce moment-là, on a eu une proposition de la région pour mettre en œuvre un PEI, un projet européen d'innovation, qui nous a permis d'avoir des financements et qui nous a permis de pouvoir mettre en adéquation notre stratégie de travail sur l'autonomie fourragère et essentiellement sur l'autonomie protéique. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de travaux qui ont été menés, qui répondent pleinement à la problématique du moment et qui permettent aussi de trouver des solutions pour éviter d'être déficitaire d'un point de vue protéines sur différents axes. Donc il y a tout le travail autour de la filière soja et il y a tout le travail autour de trouver des contractualisations entre éleveurs et céréaliers pour les uns pouvoir produire de la protéine ou de la matière et pouvoir faire des échanges avec les éleveurs. Et donc, on a travaillé sur ces modèles. Et donc, je laisserai Hervé et Maëva développer plus en détail sur les éléments techniques. Mais au moins, ça permet de dégager des marges de progrès, enfin de trouver des solutions par rapport à ces problématiques. Donc, sans tarder, je laisse la parole à Hervé et puis Maëva interviendra juste derrière. Hervé, c'est à toi. Merci Bruno. Hervé Festuo, dont j'anime le pôle élevage Ardennes. Je dirige également la coopérative Ardennes Conseil Élevage, le contrôle de performance lait et viande, et je suis pilote au niveau de la Chambre régionale d'agriculture Grand Est du PEI Arpège, qui veut dire autonomie en ressources protéiques et énergétiques des élevages du Grand Est. Pour rentrer dans le vif du sujet, quel constat avons-nous fait sur le territoire? À l'origine de notre réflexion, a été organisé un colloque le 28 octobre 2018 autour de la ressource protéique du Grand Est, avec un certain nombre de participants de la filière interprofessionnelle oléoprotéagineux, filière aliments du bétail, filière coopérative, enfin les chambres d'agriculture, qui nous ont permis de dégager 3 constats majeurs autour de ce thème de l'indépendance protéique. Le premier, c'est une certaine dépendance aux intrants, sur les fertilisants, sur l'alimentation animale. Alors, fertilisant avec une quantité d'azote utilisée par hectare et par an en région Champagne-Ardenne de 137 unités par hectare et par an, par exemple, voire plusieurs dizaines de milliers de tonnes d'importation de tourteaux, de soja OGM, avec une forte volatilité des prix et un impact économique très important sur les exploitations d'élevage. Les 2 autres constats qu'on a pu faire sur le territoire, c'est les impasses techniques et les évolutions réglementaires. Les demandes sociétales nous imposent des réductions d'utilisation de produits phytosanitaires. On est dans une réflexion également de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
On se doit de préserver les ressources en eau, vrai sujet d'avenir à moyen terme, et pour avancer dans ce domaine-là, une volonté d'aller préserver et d'augmenter la biodiversité. Ensuite, une demande sociétale autour de la production de OGM. On a vu cette année avec la crise Covid l'évolution de la consommation des produits locaux. On a également dans certains départements du Grand Est une évolution forte des cahiers des charges des appellations d'origine protégée et également une demande de traçabilité de la part des consommateurs. Et pour ça, comment faire et quel système trouver demain par rapport aux aléas climatiques, à la réglementation, à la nouvelle PAC et à la demande en nouveaux produits. Alors, quelles sont les caractéristiques de la région Grand Est? On en a isolé 3 par rapport à ce sujet. On a un multiple intérêt de la polyculture élevage et des synergies à l'échelle territoriale. Pourquoi? Parce que on a une grande hétérogénéité de production à l'intérieur des départements des 10 départements du Grand Est, ce qui nous permettrait de boucler le cycle de nutriments, hein, produire dans notre région et consommer ce que nous produisons auprès des élevages, en profiter pour, en développant des nouvelles espèces, d'augmenter les rotations et de réduire les intrants de synthèse et éventuellement, pourquoi pas, réduire l'érosion. Et puis, dernier point qu'on a pu isoler, c'est être plus résilient face aux aléas, c'est-à-dire trouver des solutions pour pouvoir supporter mieux tous les aléas climatiques que l'on subit depuis quelques années. Alors, pour ce faire et pour travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur, nous avons sollicité un certain nombre de partenaires, il y en a 25 exactement, de l'amont et de l'aval, autour de l'initiative PEI, qui veut dire Partenariat européen d'innovation, et qui en fait nous permettra pendant 3 ans, de septembre 2019 à septembre 2022, suivant 2 problématiques bien précises que je vais vous expliquer après, d'aller chercher dans la chaîne de valeur qui concerne les partenaires tous les leviers possibles d'amélioration de cette autonomie en ressources protéiques et énergétiques. Donc là, vous allez retrouver là, sur les chambres d'agriculture du Grand Est, vous allez retrouver l'interprofession avec Terre Innovia, Terre Univia pour la filière oléoprotéagineux. Vous allez retrouver l'Institut de l'élevage. Ensuite, COP de France. On a également les coopératives de COP de France, Vivesia, MC2, Lorca, Lacal, Ceresia, Optival. Vous allez retrouver aussi le BTPL. Vous allez retrouver aussi également l'université avec l'ENSEIA, l'école d'ingénieurs de Nancy. On va retrouver les laiteries avec Savencia et Schreiber, Nealia au titre de la production d'aliments du bétail, et également à lycée agricole, le lycée agricole de Rethel, qui lui servira donc de zone d'expérimentation. 2 axes de travail ont été déployés au titre du PEI Arpège, avec des objectifs communs alliant expérimentation et réflexion, soit de la recherche jusqu'au produit fini et aux consommateurs autour de 2 axes. Monsieur Faucheron vous en a dit 2 mots dans l'introduction. On a une forte possibilité de production dans les élevages, dans les agricultures et les exploitations du Grand Est. Et pourquoi pas trouver la possibilité de faire travailler plus ensemble le monde de l'élevage et le monde du végétal en faisant produire à des zones de grande culture proches de zones d'élevage des ressources de matières premières indispensables à la production de nos élevages, hein, de toutes espèces, et des éleveurs également de toutes espèces qui seraient utilisateurs par coopération, par contractualisation, donc des productions faites dans une zone proche par les polyculteurs et mises à disposition des éleveurs. On parle de contractualisation en termes d'échange, à titre de vente, à titre de commerce. On peut parler de troc, on peut parler de contractualisation avec des échanges de matières premières produites par les polyculteurs et éventuellement du fumier ou du lisier ou de la matière organique
rendu par les éleveurs. Donc, on ne s'interdit rien à ce sujet-là. L'idée étant que dans la réflexion, et Maëva y reviendra, on puisse déjà isoler là où ça existe et pouvoir se servir des modèles existants pour déployer et développer cette partie de coopération, de contractualisation. Je vous l'ai dit également en introduction, on est une région grosse consommatrice de soja non OGM. L'idée serait de pouvoir produire dans le Grand Est un certain volume de graines de soja non OGM, issues donc des zones de culture où on peut le produire, où on pourrait éventuellement dégager une valeur ajoutée, une marge assez intéressante pour les producteurs, et la possibilité de le stocker, transporter, et triturer, voire extruder sur place pour le mettre à disposition des éleveurs locaux et ainsi éviter les importations massives de soja OGM qui nous viennent de l'Amérique du Sud. Donc l'idée, c'est bien sûr de faire échanger diverses compétences, hein, vous l'avez vu avec les partenaires qui sont autour de la table, en passant de la recherche jusqu'à l'utilisateur final. Et enfin, avant de laisser la parole à Maëva Guillet, chargée de mission sur le PU Arpège, qui nous développera les 4 comités scientifiques et techniques mis en avant sur ces 2 axes de travail. On va retrouver donc le diagnostic territorial, hein, quelles sont les espèces qu'on peut développer, là où on peut les cultiver, là où on a moins de problèmes d'eau, les textures des sols, les réserves utiles. On va travailler également l'aspect de la culture, l'expérimentation, les essais. On va travailler également l'aspect juridique de la contractualisation. Comment faire pour que la contractualisation soit pérenne dans le temps et puisse être efficace sans volonté de spéculation d'une partie ou de l'autre. Et enfin, sur les nouvelles espèces qu'on souhaite développer, comment la valoriser pour que d'un côté, celui qui la produit dégage une marge intéressante et celui qui la consomme limite au maximum ses charges pour pouvoir dégager une marge brute intéressante de la valorisation des produits vendus, qu'ils soient de la viande bovine, qu'il soit du lait, qu'il soit du porc, qu'il soit de la volaille et qu'il soit de toutes autres espèces. Je vais maintenant laisser la parole à Maëva Guillet, qui va nous expliquer les travaux en cours et les premiers résultats des 4 CST. Maëva, si vous pouvez mettre votre micro, s'il vous plaît, ou c'est moi qui le mets. Voilà, c'est bon. Merci Hervé. Donc bonjour à tous, Maëva Guillet. Donc, comme le disait Hervé, je suis chargée de mission à la Chambre régionale d'agriculture Grand Est, donc au service innovation, recherche et développement, et en charge en fait des travaux qui tournent autour de l'autonomie azotée et protéique des exploitations, mais aussi du territoire. Donc, je vais vous présenter effectivement les premiers travaux et résultats qu'on a pu constater sur le PUI Arpège. Vous pouvez passer à la diapositive. Mais avant, je voudrais déjà faire un petit focus sur la définition de l'autonomie, parce qu'on parle beaucoup d'autonomie, mais on peut parler de tout et plein de choses à la fois. Donc, l'autonomie, c'est une équation. Je ne la vois pas apparaître, elle devrait apparaître dans le cadre blanc. Et peut-être après. Voilà. Donc, il s'agit de l'autonomie alimentaire. On va parler déjà de l'autonomie alimentaire, qui est le ratio finalement des aliments produits sur les aliments consommés. Et donc, cette autonomie, elle peut être de 3 types. On peut parler d'autonomie massique, où là, on va réfléchir à la tonne de matière sèche. On peut parler d'autonomie énergétique, et donc là, on va se focaliser sur les UF, mais aussi de l'autonomie protéique. Donc là, on va se concentrer sur les matières azotées totales de la ration. Et donc, ces aliments, ils peuvent être produits ou consommés selon 3 niveaux. On peut parler d'autonomie à l'échelle de la ration, où là, on va considérer une autonomie de l'exploitation, une autonomie fourragère et une autonomie en concentré. Et donc, c'est les échelles qui peuvent être, étudiées, c'est soit l'échelle de l'exploitation, soit l'échelle du territoire, où là, les aliments produits peuvent être produits sur le Grand Est ou sur un plus petit territoire, et valorisés sur nos exploitations en Grand Est également.
Donc, une fois qu'on a fait ce panel, voilà, on constate, comme ça a été dit en introduction, plusieurs productions sur le Grand Est. On a de la polyculture, du polyélevage, mais aussi des coproduits qui représentent un bassin de consommation et qui pourraient être très intéressants pour atteindre notre autonomie alimentaire en Grand Est. Donc voilà, avec des concentrations d'UGB, c'est ce qui est représenté sur la carte, et des coproduits en amidonnerie, brasserie, distillerie qui sont présents sur le territoire en assez forte proportion. Si on se tourne maintenant sur l'autonomie fourragère de la région, donc là, vous voyez apparaître le pourcentage d'autonomie fourragère par département. Donc l'autonomie fourragère de la région a atteint 99,5%. Seulement, il y a quand même un gros critère à ne pas négliger, c'est par exemple en période de sécheresse. Si la valorisation des prix permanentes diminue de 500 kg matière sèche à l'hectare, ce qui n'est pas non plus un énorme delta, on baisse à une autonomie de 92%. Donc, ça rejoint aussi cet aspect de résilience des exploitations, c'est-à-dire que face au changement climatique, on a aussi une demande de stabilisation en fait, de nos productions pour atteindre cette autonomie. De plus, l'autonomie fourragère n'intègre pas les coproduits qui sont bien souvent exportés en dehors de notre région. Et si l'ensemble des coproduits de la région étaient consommés par les élevages du Grand Est, on a une autonomie fourragère qui pourrait atteindre non plus 99,5%, mais 119%. Et donc aussi gérer ces aléas climatiques. Donc finalement, c'est se poser la question, quel levier à mettre en place à l'échelle de l'exploitation et des territoires face à ce constat, à ce diagnostic qu'on a établi. Et donc, la première question à se poser, c'est par rapport aux ressources, quelles ressources on peut disposer en Grand Est pour répondre aux besoins des élevages. Donc, on a différentes ressources en Grand Est qui peuvent aussi répondre à d'autres problématiques. Donc, qui sont casser le cycle des adventices en allongeant les rotations, apporter de l'azote dans le système, là c'est permis grâce à des cultures fixatrices d'azote telles que les légumineuses, mais aussi s'adapter au changement climatique. Donc, on étudie différentes cultures dans le cadre du PUI, qui sont les prairies temporaires, mais aussi les légumineuses telles que le soja, la luzerne à destination fourragère, le pois, la févrole, mais aussi le sorgho et les métailles. Et donc, du coup, sur ces différentes cultures, étant donné ce contexte climatique, c'est des références qu'on a aussi à acquérir sur le Grand Est, donc notamment sur le potentiel agronomique en région, d'adapter aussi les techniques culturelles par rapport à nos contextes pédoclimatiques qui sont multiples en Grand Est, et de trouver aussi des solutions pour faire face à ces évolutions, notamment sur la gestion de l'eau et ces ressources en eau qui évoluent face aux différentes sécheresses qu'on peut constater sur le territoire. Donc, si on prend le cas, par exemple, du soja. Donc, on a une première étude qui a été réalisée avec notre partenaire Terrinovia. Donc, sur la faisabilité du soja en Grand Est, on a pris différents critères, dont le premier était la réserve utile du sol, hein, c'est-à-dire la capacité à stocker en eau, que le sol a de stocker l'eau, et donc aussi ce parallèle fait avec les sols profonds. Donc, du coup, on a établi la proportion des sols en Champagne, en Ardennes et en Lorraine de sols profonds sur les différents territoires, qu'on a couplé avec le risque de stress hydrique sur le territoire. Donc, vous voyez avec une zone dans les Ardennes plutôt faible en stress hydrique, hein, qui répond plutôt bien par rapport à la disponibilité en eau. Et aussi, un des critères majoritaires par rapport à la culture du soja, c'est le risque de récolte tardive, donc sur des récoltes qui peuvent s'étaler sur l'automne. Donc, si on se focalise sur le territoire des Ardennes, donc effectivement, on a tout le nord-ouest où on a un risque de récolte tardive qui va être moins propice, mais il se dégage quand même une zone en diagonale là, du département qui peut justement être propice à cette culture. Donc, l'étape d'après, ça sera de pouvoir quantifier les hectares de soja que pourrait recevoir notre territoire pour pouvoir les valoriser dans nos élevages. Donc, une fois qu'on a étudié ces différentes cultures hein, sur le soja, mais aussi les travaux qui ont entrepris sur la luzerne, je ne vous les présente pas aujourd'hui compte tenu du temps. Le but, c'est de pouvoir mettre à disposition ces ressources pour les éleveurs de notre région. Donc, c'est bien de créer du lien entre céréaliers et éleveurs et de pouvoir notamment créer ce lien grâce à la coopération. Donc, on a entrepris une première étude
sur la coopération, la contractualisation entre agriculteurs, donc notamment sur le territoire des Ardennes. Et on a pu typer en fait les différentes coopérations qui s'opéraient déjà sur le territoire pour pouvoir s'en inspirer et développer ce type de contractualisation plus largement sur le Grand Est. Donc on a différentes typologies. Donc la mise à disposition de surfaces à pâturer, par exemple, c'est-à-dire qu'un céréalier va pouvoir mettre sa parcelle, notamment en interculture ou sur des repousses de colza à disposition des éleveurs. On peut aussi avoir des achats-ventes entre céréaliers et éleveurs, donc ça peut être par exemple du maïs sur pied, du maïs sur pied, la luzerne sur pied, aussi des betteraves fourragères. Donc je vois qu'il y a eu deux autres typologies là qui n'apparaissent pas, mais on a aussi par exemple la mise en commun de moyens. C'est par exemple du temps de travail qui est dealé, donc, ou de la de la main-d'œuvre. Et aussi, donc, on a aussi par exemple des travaux d'ensilage de maïs en commun pour pouvoir justement atteindre cette autonomie. Donc, c'est-à-dire mobiliser les forces vives dans les exploitations, les mettre en commun pour pouvoir atteindre cette autonomie. Et donc, le but, c'était bien d'analyser ces premières coopérations qui sont déjà existantes sur le territoire pour pouvoir les développer. Donc, du coup, on a passé par une première phase, c'est l'animation suivante, s'il vous plaît, Hervé, donc d'enquête auprès de 48 agriculteurs. Donc, les résultats qui ressortent de cette première analyse, c'est qu'il y a quand même des critères primordiaux dans la contractualisation entre céréaliers et éleveurs, et même plus largement entre agriculteurs. Ça peut être des polyculteurs éleveurs entre eux également. C'est des critères de confiance, de dialogue entre les parties, de respect mutuel également, pour pouvoir atteindre cette durabilité dans les échanges. Et il y a différents avantages aussi à cette contractualisation qui ont souvent été cités par les enquêtés. Donc, c'est l'atteinte de l'autonomie fourragère, donc ce qui répond à notre problématique, mais aussi une meilleure valorisation des ressources disponibles sur le territoire. Ça permet également, côté polyculteur, de diminuer les intrants azotés, notamment par l'ajout de légumineuses dans les rotations. Et c'est aussi gage de sécurité des deux parties, notamment l'approvisionnement pour l'éleveur et aussi de déboucher tout simplement sur des cultures qui sont peu développées sur le territoire du côté des polyculteurs éleveurs. Ça permet aussi parfois d'accéder aux aides et donc du coup aussi c'est un levier primordial également dans la contractualisation entre les agriculteurs. Animation suivante, s'il vous plaît, Hervé. Ensuite, suite à cette première phase d'enquête, maintenant qu'on a un peu élagué les différentes typologies de contractualisation qui peuvent exister sur le territoire, le but c'est bien d'identifier justement les verrous, mais aussi les leviers pour développer ce mode de coopération. Donc on va rentrer dans une phase de recrutement d'agriculteurs volontaires pour coopérer, c'est-à-dire de mettre face à des besoins des ressources, et puis de pouvoir mettre en relation ces agriculteurs. Donc ça, c'est un besoin qui a été fortement évoqué par les enquêtés sur le territoire. Et puis, une fois qu'on aura identifié justement ces besoins et ces contraintes de part et d'autre des polyculteurs et des éleveurs, c'est de pouvoir les accompagner et de suivre en fait leur coopération et puis d'évaluer aussi l'impact de ces coopérations sur leurs exploitations. Qu'est-ce qui s'est amélioré, qu'est-ce qui éventuellement s'est dégradé, pour pouvoir avoir une vision d'ensemble en fait, d'impact sur les systèmes. Et puis, pour accompagner ces coopérations, c'est aussi de pouvoir mettre à disposition des outils. Donc, on le citait en introduction, ça peut être des outils juridiques, puisque on a aussi besoin, avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, de pouvoir cadrer ces échanges, de pouvoir vraiment être dans une coopération gagnant-gagnante. Et au-delà des outils juridiques, ça peut être aussi des outils techniques d'aide à la décision et d'accompagnement en fait, des agriculteurs. Vous pouvez tout afficher, Hervé. Il y a un problème dans les animations, je pense. Il y a une diaporama avant. Hop. Juste avant encore, je crois. Encore avant, mais... Ok, on peut passer sur celle-ci. Et donc, du coup, la coopération entre agriculteurs, donc ce n'est pas la seule technique qu'on va développer au sein
du partenariat Arpège. Donc, il y a une coopération, mais il y a aussi travailler à l'échelle de l'exploitation. Et donc là, c'est d'imaginer des ressources alternatives au soja, dont la création d'une filière soja non OGM locale, mais pas que. On peut aussi trouver, quand je parle de ressources alternatives au soja, c'est bien sûr autour de tout soja OGM importé, c'est de pouvoir valoriser des ressources qui sont cultivées localement et valorisées localement. Et donc voilà, la filière soja non OGM est une piste, mais pas que. Et donc du coup, sur cette action, on s'est déjà posé la question pourquoi il fallait être autonome. Donc, on l'a déjà cité quelques raisons auparavant, c'est l'évolution de la demande sociétale, mais aussi des cahiers des charges, donc vers le non-OGM par exemple, c'est de maintenir les productions animales sur le territoire, pouvoir améliorer la résilience des exploitations, valoriser les ressources locales, on en a parlé, mais aussi une empreinte environnementale, sachant qu'on a de plus en plus de dynamique vers l'engagement vers le bas carbone, c'est aussi une des réponses à ces dynamiques. Et donc, face à ces raisons, pour quel levier mettre en place? Eh bien, ça va être, par exemple, adapter la conduite du troupeau, le chargement et l'âge au vélage, je crois qu'on en a parlé dans les précédents webinaires, la gestion des prairies, de par la fertilisation, mais aussi une meilleure valorisation. C'est de tester aussi de nouvelles cultures fourragères au sein même de son exploitation, de pouvoir cultiver ses concentrés, et puis, je le disais tout à l'heure, valoriser les coproduits locaux. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive et on peut imaginer bien sûr bien d'autres solutions pour répondre à la problématique. Et donc, du coup, ce qui est mis en œuvre dans le projet, hein, on n'en est qu'à 1 an, mais on commence tout doucement à mettre en œuvre ces actions. Donc, on a une première action au lycée agricole de Rethel, qui est une expérimentation qui a débuté il y a 12 jours maintenant. L'exploitation du lycée agricole étant une exploitation de polyculture bovin-lait et ovin-viande, on s'est focalisé sur l'atelier bovin-lait et on teste actuellement 2 rations, donc une ration plutôt à l'échelle autonomie régionale où on valorise les coproduits locaux, des betteraves fourragères qui sont cultivées sur le territoire, et une ration plutôt autonomie exploitation. Et donc là, on va valoriser vraiment les cultures de l'atelier végétal sur l'exploitation, dont le soja, qui a été toasté par la Cumaterou en Bourgogne-Franche-Comté. Et donc, du coup, on teste ce niveau d'incorporation de soja toasté. Une fois l'expérimentation terminée, ça sera de pouvoir évaluer l'impact sur les performances du troupeau et aller jusqu'à l'impact économique sur l'exploitation pour acquérir des références pour les éleveurs de la région. Au-delà de cette expérimentation, si vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît, Hervé, on a aussi le suivi de fermes pilotes volontaires. C'est-à-dire qu'on a aussi un réseau de fermes qui sont engagées dans le projet, qui vont être suivies, donc là, qui sont en cours de recrutement, pour tester des rations innovantes, variées, donc qui pourront mettre en place les leviers que j'ai cités juste au-dessus. Sur ces exploitations, on suivra également les performances et on évaluera l'impact technique et économique de la recherche d'autonomie. Donc, c'est une 60aine de fermes pilotes qui vont être engagées dans le projet grâce aux partenaires économiques également dans le projet et les chambres d'agriculture. Diaporama suivante. Donc, j'en ai parlé, on cherche à mettre ces leviers en place, mais finalement, le cœur du problème, c'est aussi la valorisation économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une filière porteuse au sein du Grand Est, qu'on fasse le lien avec les fabricants d'aliments. C'est pour ça que notre partenaire Nealia aussi a rejoint le projet, et de pouvoir mobiliser aussi les différents cahiers des charges et de pouvoir permettre en fait cette valorisation et la répartition de la valeur ajoutée pour les agriculteurs. Donc, on a déjà identifié différentes démarches sur le territoire, que ce soit sur les produits non OGM, hein, sur le lait ou le steak haché, les filières de qualité, mais aussi les systèmes U, bleu, blanc, cœur, ou encore les appellations d'origine protégée. Donc ça, c'est aussi des méthodes de valorisation qui peuvent permettre aussi une meilleure autonomie, une meilleure rémunération de l'agriculteur pour qu'on ait une répartition de cette valeur ajoutée qui est la recherche d'autonomie sur les exploitations. Donc, pour finir, on teste des solutions pour et avec les agriculteurs qui sont en cours de recrutement et qui vont tester ces leviers. Et tout ça, c'est en cohérence avec l'ensemble des acteurs des filières sur le territoire qui sont forcément aussi très importants dans le projet et dans la dynamique qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc, si vous êtes intéressé, j'en profite pour faire ma petite pub, vous pouvez devenir ferme pilote du projet en nous contactant sur nos adresses mail. Si vous êtes intéressé, voilà, pour tester des leviers pour atteindre une meilleure autonomie sur votre exploitation.
Voilà, maintenant, on arrive au moment de la conclusion de cette semaine riche en événements. Donc, la semaine des web rencontres des éleveurs s'est très bien passée. Donc, ce qui était important, c'est que les éleveurs puissent avoir des conseils, puissent avoir une approche sur leur efficience dans leur système d'exploitation d'élevage, puissent prendre de la hauteur par rapport à leur travail quotidien, puissent se poser les vraies questions et avoir les réponses par rapport à des problématiques du moment. Il y a eu plusieurs travaux, plusieurs pistes, plusieurs chantiers d'ouvert. Je vais en citer quelques-uns pour rappeler aux uns et aux autres de ce qui s'est passé cette semaine et surtout de votre possibilité de les revoir sur les réseaux sociaux ou sur le web. Donc, on organisera les choses pour que ça se fasse de cette manière-là. Comme je l'ai dit, ce qui est vraiment important, et à l'inverse de quand il y a une intervention lors d'une réunion, là, le gros avantage, c'est vraiment que rien n'est perdu, tout reste visionnable. Et vraiment, la volonté qu'on a eue, c'est de pouvoir accompagner les systèmes de polyculture et élevage par rapport aux aléas climatiques, par exemple, problématiques environnementaux, aux problématiques par rapport à l'utilisation d'antibiotiques, tout ce qui nous tombe dessus ou tout ce qui peut nous interroger, de pouvoir apporter des pistes de solutions, des pistes de réflexion et de vraiment, tous à chacun dans nos exploitations, de prendre de la hauteur et de prendre en considération et de pouvoir piocher dans ces idées-là pour pouvoir améliorer ou faire évoluer nos pratiques. Donc voilà, merci à tous pour l'organisation, l'ensemble des structures et la contribution qu'ils ont apportée à cet événement. Tout particulièrement remercier un certain nombre de personnes qui ont œuvré et qui ont passé beaucoup de temps pour l'organisation de cette semaine. Je pense à Cécile Simon, à Joël Martin, à Mathilde Romain, à Fourier Guy, à Henri Audrey et puis à Hervé Festio qui est notre directeur du pôle élevage. Voilà, merci vivement à vous tous. Voilà, et je vous souhaite bon courage dans vos exploitations et on est à fond derrière vous tous, éleveurs, polyculteurs, et merci encore aux techniciens et à l'ensemble des équipes du pôle élevage et l'ensemble des structures qui composent le pôle élevage. À bientôt sur le web ou ailleurs. Bonne fin de journée à vous tous. Au revoir.